Tu connais ce moment, tu es debout devant les gens, où tu t'apprêtes à dire quelque chose, où tu veux danser, crier, pleurer, avouer un sentiment, et là, quelque chose te retient. Ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas le danger, c'est une pensée, furtive, presque automatique. Et si je suis ridicule ? On dit souvent que le ridicule ne tue pas, que c'est sans gravité, qu'il suffit de ne pas y penser. Mais cette petite phrase, cette peur, elle a peut-être changé le cours de ta vie. Elle t'a peut-être fait taire quand tu devais parler, renoncer quand tu aurais dû essayer. Alors aujourd'hui, on va prendre le ridicule au sérieux. Avant tout, posons-nous une question simple. C'est quoi exactement le ridicule ? Le dictionnaire dit « qui prête à rire, qui manque de sérieux ou de bon sens ». Mais cette définition est trop courte. Elle ne dit pas l'essentiel. Le ridicule, ce n'est pas une qualité qu'on possède. C'est un écart, un décalage entre ce que tu es, ce que tu fais, et ce que les autres attendent de toi. Si tu portes un costume dans la rue un soir d'Halloween, personne ne rit. Mais si tu le portes le lundi matin au bureau, le ridicule surgit. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est le contexte. C'est le regard. Et c'est là que ça devient philosophiquement intéressant. Jean-Paul Sartre, dans la pièce Huis clos, fait dire à l'un de ses personnages une phrase devenue célèbre. L'enfer, c'est les autres. Comme si Sartre voulait dire que les autres sont insupportables. Mais ce n'est pas ça. Ce qu'il décrit, c'est quelque chose de bien plus profond. Le regard de l'autre nous transforme en objet. Quand quelqu'un te regarde, il te définit, il te fige, il te colle une étiquette. Et cette étiquette, tu ne la choisis pas. Dans L'être et le néant, Sartre raconte l'exemple du garçon de café qui joue à être garçon de café. Ses gestes, sa posture, tout est calculé pour correspondre à ce qu'on attend de lui. Il s'efface derrière son rôle. Le ridicule, c'est le moment où tu rates ton rôle, où le masque glisse, et où le regard des autres te le rappelle brutalement. Mais pourquoi ce regard nous affecte-t-il autant ? Le philosophe allemand Hegel nous donne une piste. Dans sa phénoménologie de l'esprit, il développe l'idée que la reconnaissance est un besoin fondamental de l'être humain. On n'existe pas seul, on existe dans le regard de l'autre. C'est pour ça qu'un adolescent meurt d'envie d'être accepté par ses pairs. C'est pour ça qu'on vérifie les likes sur Instagram à 3h du matin. La reconnaissance, c'est une forme de survie symbolique. Et le ridicule, c'est son envers, la non-reconnaissance. Pire, c'est la reconnaissance négative. Tu existes, mais comme objet de moquerie. Hegel irait jusqu'à dire que certains sont prêts à risquer leur vie pour ne pas perdre la face. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. Maintenant qu'on sait ce qu'est le ridicule, un écart jugé par autrui, posons une question encore plus vertigineuse. Et si ce regard ne nous jugeait pas seulement, mais nous construisait ? Au début du XXe siècle, le sociologue américain Charles Coley développe le concept de « looking glass self », qu'on pourrait traduire par « le soi miroir ». Son idée est simple et radicale. Nous nous voyons nous-mêmes à travers le regard que nous prêtons aux autres. Ce n'est pas ce que tu es qui compte, mais c'est ce que tu imagines que les autres pensent de toi. Et c'est sur cette base que tu construis ton identité. En d'autres termes, tu n'es pas qui tu es qui tu crois que les autres pensent que tu es. C'est vertigineux et c'est profondément humain. Quelqu'un qui a grandi en entendant « tu es maladroit » se comportera comme quelqu'un de maladroit, même s'il ne l'est pas. Quelqu'un à qui on a répété « tu es brillant » ira vers les défis avec confiance, même sans raison objective. Le regard des autres ne reflète pas notre identité, il la sculpte. Le sociologue Erving Goffman pousse cette idée encore plus loin dans son œuvre majeure, La mise en scène de la vie quotidienne, publiée en 1959. Pour Goffman, toute interaction sociale est une performance. On joue des rôles, on porte des masques, on gère ce que les autres voient de nous. Il distingue deux espaces, la scène, ce qu'on montre au monde, et les coulisses, ce qu'on est vraiment seul sans regard. Au bureau, tu joues le professionnel compétent. En famille, le fils ou la fille attentionné. Entre amis, la personne détendue et drôle. Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des facettes sociales. Le ridicule, dans ce cadre, c'est ce qui arrive quand les coulisses s'invitent sur scène. Quand tu trébuches dans ton rôle. Quand la réalité déborde du personnage. Et c'est insupportable, parce que tu perds le contrôle de ton image et avec elle,
une part de ton identité sociale. Voilà où ça devient vraiment sérieux. Parce que si le ridicule est un jugement du regard des autres, et si le regard nous construit, alors la peur du ridicule devient quelque chose de potentiellement paralysant. Le philosophe danois Søren Kierkegaard parle de l'angoisse comme d'un vertige devant nos propres possibilités. Il dit « L'angoisse, ce n'est pas la peur d'une chose précise, c'est la peur de la liberté elle-même, de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on pourrait être. La peur du ridicule, c'est une forme de cette angoisse. Tu pourrais chanter, tu pourrais avouer tes sentiments, tu pourrais changer de vie, tu pourrais exprimer ton opinion. Mais tu pourrais aussi être jugé, moqué, rejeté. Et face à cette possibilité, beaucoup choisissent l'immobilité. Pas par manque de désir, mais par excès de prudence. On ne rate pas ce qu'on n'essaye pas. On ne peut pas être ridicule si on ne prend aucun risque. Mais Kierkegaard ajouterait, en refusant de sauter, tu rates quand même quelque chose. Tu rates ta propre vie. Pense à toutes les choses que la peur du ridicule a enterrées. La passion artistique qu'on n'a pas osé poursuivre parce que c'est pas un vrai métier, les gens vont se moquer. La déclaration d'amour jamais faite parce que et si elle rit de moi? L'idée brillante qu'on n'a pas exprimée en réunion parce que et si c'est stupide? La tenue qu'on a rangée au fond du placard parce que les gens vont me trouver bizarre? À petite dose, cette prudence sociale est normale, même utile. Elle permet de vivre ensemble, de respecter des codes, de ne pas blesser. Mais à forte dose, elle devient une prison intérieure, une censure permanente de soi-même. Et ce qui est tragique, c'est que cette prison, on l'a construite nous-mêmes, avec les briques du regard des autres. Alors la grande question, peut-on s'en libérer? Pas totalement. On reste des êtres sociaux, mais on peut apprendre à accepter le regard des autres. Friedrich Nietzsche avait une vision radicale. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il oppose deux types d'humains, le troupeau, qui suit les normes, les codes, l'opinion commune, et le surhomme. Non pas un être supérieur, dans le sens banal, mais quelqu'un qui a le courage de créer ses propres valeurs. Pour Nietzsche, vivre sous la peur du jugement des autres, c'est vivre selon les valeurs de quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais vraiment exister pour soi. Le ridicule ne peut atteindre que celui qui accepte les règles du jeu. Si tu définis toi-même ce qui a de la valeur, si tu joues selon tes propres règles, alors le jugement extérieur perd de sa prise. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la souveraineté intérieure. Montaigne, lui, propose quelque chose de plus doux, et peut-être plus accessible. Dans ses essais, il s'observe lui-même avec une franchise déconcertante. Il parle de ses peurs, de ses contradictions, de ses faiblesses, de ses petites lâchetés. Et il le fait avec humour, avec bienveillance envers lui-même. Sa leçon, on n'est pas ridicule parce qu'on est imparfait. On devient ridicule aux yeux des autres quand on prétend être ce qu'on ne l'est pas et qu'on rate la performance. Mais si tu t'acceptes dans tes imperfections, si tu n'as rien à prouver, alors il n'y a plus de masque à faire tomber. Le ridicule perd son pouvoir sur quelqu'un qui n'a plus honte de ce qu'il est. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait d'assumer le ridicule. Les grands comiques le savent. Charlie Chaplin jouait le rôle du maladroit, moqué, bousculé par tout le monde. Et dans cette fragilité assumée, il y avait plus de dignité que chez n'importe quel personnage sérieux. Se moquer de soi-même avant que les autres le fassent, ce n'est pas de la faiblesse. C'est retirer aux autres le pouvoir de te blesser. C'est dire « Oui, je suis imparfait. Oui, je suis parfois maladroit. Et alors ?» L'autodérision authentique, pas celle qui cache une vraie blessure, est une forme de liberté. Elle signifie qu'on n'a plus besoin d'une image parfaite pour exister. Alors, revenons à notre question du début. Le ridicule ne tue pas? Non. Pas au sens littéral. Mais il peut faire quelque chose de plus insidieux. Il peut nous convaincre de ne pas vivre pleinement, de rester dans les lignes, de choisir la sécurité du regard approbateur plutôt que le risque de l'existence authentique. Sartre, Goffman, Kierkegaard, Nietzsche, Montaigne, tous, à leur façon, nous disent la même chose. Tu es un être social. Le regard des autres te constitue, en partie. C'est inévitable. Mais tu n'es pas que ça. Il y a quelque chose en toi qui précède le regard des autres, quelque chose qui choisit, quelque chose qui désire. La vraie question n'est pas « vais-je être ridicule ?» C'est « est-ce que je vis selon ce que je veux être ou selon ce que je crois que les autres veulent que je sois ?»
La réponse à cette question, elle t'appartient entièrement. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à quelqu'un qui a peut-être besoin de l'écouter.